L'émission qui vous est maintenant proposée fait le lien entre la partie théorique 1 et 3 sur ce questionnement de l'erreur. Très bonne écoute. Qu'est-ce qui se passe donc dans le cerveau d'un enfant lorsqu'il commet une erreur ? La question est intéressante pour la pédagogie et une récente étude montre des fonctionnements différents selon les méthodes pédagogiques, Adrien Zerbini. Oui, et disons-le, les études en neurosciences sur la pédagogie sont encore assez rares et elles sont intéressantes. On peut imaginer qu'à l'avenir, les sciences de l'éducation s'appuient de plus en plus sur ces études pour justement améliorer les méthodes pédagogiques. Alors aujourd'hui, on va parler d'une étude faite en IRM sur des enfants de 8 à 12 ans, une étude parue en juillet et dont les résultats montrent que les activités cérébrales des enfants scolarisés dans le système traditionnel sont différentes de ceux scolarisés dans le système Montessori. Alors, je le précise tout de suite pour apaiser les esprits, que les activités cérébrales sont différentes, mais la performance des élèves est identique, en tout cas dans cette étude. La pierre angulaire de cette différence, c'est la surveillance de l'erreur. Donc, la question que vous posiez il y a un instant, Silvio, que se passe-t-il dans leur cerveau lorsque ces enfants commettent une erreur ? Eh bien, on va avoir peut-être une réponse, ou très certainement une réponse, avec la première auteure de cette étude, Solange Desnervaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en neurosciences, post-doctorante au CHUV. C'est vous qui avez mis une trentaine d'enfants de 8 à 12 ans dans une IRM. Alors, racontez-nous un petit peu l'expérience que vous leur avez fait faire. Alors, donc il faut comprendre qu'on s'intéresse à l'influence de la pédagogie sur le développement du cerveau des enfants. Donc, il nous fallait une tâche qui ressemble à quelque chose d'assez scolaire, avec toutes les contraintes d'un IRM. Donc, l'enfant est couché, il a que 2 doigts pour répondre en appuyant sur des boutons. Donc, on a imaginé une tâche de maths, de calcul, où l'enfant voyait des calculs et devait dire si ces calculs étaient justes ou faux. Par exemple, 3 plus 4 égale 9. Il devait dire le plus vite possible. C'est faux. Exactement. Voilà. J'ai pas mis 5 secondes. Ils ont combien de temps pour répondre ? Ils avaient 5 secondes pour répondre. Ils en ont fait 64 en 13 minutes. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir les fois où ils ont fait juste par rapport aux fois où ils ont fait faux. Donc si on oublie l'IRM quelques instants, on a 32 enfants qui doivent valider ou invalider rapidement avec juste un doigt une série d'opérations et les résultats étaient similaires, donc quelle que soit la pédagogie suivie par ces enfants. Alors si on se concentre juste sur leur comportement, effectivement, si on avait regardé que leurs réponses correctes, on n'aurait pas vu de différence entre ces groupes-là. Par contre, quand on s'intéresse aux autres réponses, c'est-à-dire toutes les fois où ils ont fait des erreurs ou alors ils ont préféré ne pas répondre, là, les 2 groupes différaient grandement. C'est-à-dire que les enfants Montessori avaient tendance à répondre plus vite, quitte à faire plus d'erreurs, et les élèves traditionnels, eux, avaient tendance à ne pas répondre, à ne pas donner de réponse. Donc ça dénote déjà une attitude assez différente face aux apprentissages, moins de réticence à essayer chez les élèves Montessori. Alors ça, c'est pour les observations sans IRM, ou sans s'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau. Alors si ils étaient dans une IRM, c'est justement parce que vous vous êtes intéressé à leurs activités cérébrales. Alors qu'est-ce que vous avez observé ? Alors, le premier résultat pour nous, ça a vraiment été d'observer une grande différence d'activité cérébrale chez les élèves Montessori par rapport aux élèves traditionnels. C'est-à-dire que globalement, les élèves Montessori, leur cerveau était beaucoup plus actif dans les régions impliquées dans la résolution de problèmes, dans les aires liées plutôt au processus mathématique et aussi dans l'attention visuelle primaire. Donc globalement, nous on a interprété ça en montrant qu'ils étaient quand même plus engagés dans la tâche et plus orientés sur la résolution de problèmes. Peut-être moins terrifiés, il y a des effets psychologiques, moins terrifiés d'être dans une IRM en train de devoir résoudre des énigmes, c'est une hypothèse ? Oui, c'est certainement, et puis surtout cette envie de faire la tâche, d'être impliqué. On va venir sur le détail de ces différences de fonctionnement, mais avant cela, il y a eu une surprise concernant une partie du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui n'est globalement pas utilisé de la même manière par les adultes et par les enfants. Donc ça, c'est votre étude a pu le montrer, mais c'est pas une différence entre la méthode pédagogique. Voilà. Alors, indépendamment de d'où ils venaient, c'est-à-dire que peu importe la pédagogie, en fait, il faut savoir qu'on a une structure dans le cerveau qui nous permet de détecter l'inattendu. Donc les erreurs, c'est juste un inattendu, quelque chose qui n'est pas fréquent. Et cette structure cérébrale, elle s'active chez les adultes quand on fait faux. Et dans notre étude, en fait, ce qui se passait, c'est que les enfants avaient cette structure-là qui s'activait et tout ce qui était lié à cette structure de résolution et d'apprentissage quand ils faisaient juste. Ça veut dire que le fait d'être juste chez un enfant, c'est une surprise, c'est certainement. Ça ? Eh bien, si on réfléchit en termes de fréquence, pour nous, c'est pas fréquent de faire une erreur. Mais pour un enfant qui est en cours d'apprentissage et de développement, y arriver, c'est pas fréquent. Et donc, c'est certainement qu'ils ont une attention qui est beaucoup plus disponible pour faire juste et apprendre de faire juste et non pas apprendre de faire faux.
Bon, alors maintenant, on a compris sur ces 32 enfants, il y en avait à peu près la moitié qui étaient dans un système d'éducation traditionnel et l'autre moitié dans un système d'éducation Montessori. Alors, expliquez-nous de manière, si possible, simple, parce qu'on sait que quand on rentre dans les aires cérébrales, des fois, ça se complique un peu, mais est-ce que vous avez observé comme différence sur le fonctionnement des cerveaux des écoles, donc des enfants Montessori par rapport à la pédagogie traditionnelle? Alors, on a trouvé une grande différence qui est très informative, certainement, sur le développement de l'enfant, qui était liée à leur stratégie d'apprentissage. Donc on a regardé qu'est-ce qui se coactivait dans leur cerveau, donc qu'est-ce qu'ils étaient en train de construire comme route, comme fonction, quand ils rencontraient une erreur ou une réponse correcte. Et en fait, on a trouvé que les élèves d'école traditionnelle, systématiquement, quand ils faisaient juste, ils coactivaient leur hippocampe. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'enclencher un processus de mémorisation. Apprendre, mémoriser les bonnes réponses. À l'inverse, les élèves Montessori, c'est quand ils faisaient faux, ils commençaient à coactiver leur région liée à la résolution de problèmes. Donc, vraiment une attitude plutôt dans la résolution d'un problème plutôt que de mémoriser une réponse juste. Mais finalement, Solange de Nervaux, on l'a dit tout à l'heure, hein, la performance en soi, le nombre de réponses justes, de réponses fausses, en gros, elle est la même dans les deux groupes. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que c'est vraiment important de savoir comment on utilise son cerveau pour arriver au même résultat, finalement? Alors, peut-être que c'est une échelle de temps. Si on regarde dans le court terme, il n'y a pas de différence. Donc, un test PISA, peut-être qu'il sortirait la même chose. Mais imaginez les habitudes mentales qui sont en train de se forger. Ils sont en train de se connecter, donc de mettre en place des habitudes mentales face à l'erreur qui sont complètement différentes. Soit ils œuvrent pour le résultat, donc pour la réponse correcte, soit ils œuvrent pour le plaisir du processus jusqu'à la réussite. Donc ça peut avoir un énorme impact sur la flexibilité mentale de la personne, parce qu'on sait bien que dans la vraie vie, on n'a pas toujours la bonne réponse. La réponse correcte, elle varie en fonction des contextes, et on doit s'ajuster et s'adapter de manière plutôt flexible. Donc ça peut avoir des grandes implications à long terme sur les habitudes mentales. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que les élèves issus de la pédagogie Montessori avaient plutôt un apprentissage par l'erreur, c'est-à-dire qu'ils activaient les zones du cerveau de résolution quand ils faisaient une erreur, alors que, au contraire des élèves qui viennent de la pédagogie traditionnelle, qui activent leur hippocampe quand ils ont fait juste, ça voudrait dire donc que la pédagogie traditionnelle favorise pas cet apprentissage par l'erreur? En fait, simplement le fait de mettre un jugement de valeur sur le fait de faire faux, de sanctionner l'erreur par une note ou bien par exemple par des punitions, ça met un jugement de valeur sur un simple fait. Et il faut imaginer que pour l'élève, c'est une expérience répétée au quotidien. Ouais. Donc au bout d'un moment, il va certainement associer le fait de faire juste à c'est bien, c'est positif, ou faire faux, c'est mal. Donc il faut éviter de faire faux. Et tout ça dans un environnement qui est quand même relativement compétitif, parce que les élèves ont le même âge, ils font la même chose au même moment, donc certainement qu'ils se comparent beaucoup plus. Et d'ailleurs, on sait que la majorité des adultes, je ne sais pas vous, mais la majorité des adultes ont peur de faire faux, ont une très mauvaise relation à l'échec et à l'erreur. Donc, c'est quand même lié à des composantes comportementales à l'âge adulte qui se sont imprimées à un certain âge. Alors moi, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce que la pédagogie Montessori arrive à favoriser l'apprentissage par l'erreur, c'est-à-dire à ne pas, justement, à décorréler ce fait que l'erreur soit mal. Oui. Alors, il faut bien comprendre que pour un cerveau, faire faux, c'est un simple signal de surprise. Okay, donc c'est un simple fait. Le cerveau dit attention, quelque chose est imprévu. Et chez les enfants, c'est faire juste qui est une surprise. Mais continue voilà, votre... exactement. Mais cette idée-là n'a pas de surprise, valence, en fait, de jugement de valence. Et il faut comprendre que c'est ce processus-là qui est soutenu dans un environnement Montessori. Il n'y a pas de conséquence à l'erreur. C'est juste une étape vers la réussite. Et c'est soutenu par 3 facteurs, à mon avis. Il y a déjà une composante sociale, parce que les élèves, c'est des classes multi-âges, donc ils ne peuvent pas se comparer. Le travail est individuel, l'enfant travaille et s'approprie un concept par un matériel qui est autocorrectif, donc il va par essai-erreur jusqu'à trouver la bonne réponse. Et puis, donc son attention elle est orientée sur la réussite, pas sur la peur de l'échec. Et puis finalement, il n'est pas interrompu dans son processus vers la réussite. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas d'échec dans son expérience, parce qu'il n'est pas arrêté. Il va aller jusqu'à trouver.
et donc il a juste le plaisir de l'expérimentation. Alors cette étude est très intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas des biais qui sont un peu inévitables? Par exemple, en Suisse, on sait que les écoles Montessori sont privées, tout le monde n'a pas accès à ce type d'école, et donc il y a un lien avec le niveau social des parents, et puis aussi la réflexion qu'ont eu ces parents pour mettre leurs enfants à l'école Montessori. On peut imaginer quand même que c'est des parents qui sont très sensibilisés à toutes ces questions, qui n'est pas le cas dans les écoles traditionnelles. Difficile de faire... Oui. Négliger tous ces biais. Effectivement, en menant ce genre d'études en Suisse, on n'avait pas accès à des écoles Montessori publiques, donc c'est un biais auquel qu'on a dû prendre en compte dès le départ. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé vraiment beaucoup de questions aux parents sur leur environnement à la maison, sur leurs pratiques pédagogiques à la maison, pour s'assurer au mieux que les deux groupes étaient comparables. Puis, comme bien souvent, puisqu'on parle de biais, c'est le cas souvent avec la recherche en neurosciences, l'échantillon est relativement petit, 32 élèves, c'est pas beaucoup, non? Alors absolument, la recherche avec des IRM, en plus avec des enfants. Mettre des enfants dans une IRM, oui, voilà, ça commence mal. Exactement. Ça commence très mal. Oui. Donc, en sachant que le mouvement, voilà, pour les gens qui connaissent pas, en fait, le mouvement est un grand challenge. Donc, on en arrive souvent à des échantillons réduits. Et puis, c'est pour ça que dans notre cas, on a vraiment complété. Donc, cette idée de relation à l'erreur, on l'a abordée de plein de points de vue différents, et notamment au comportement, où on avait des cohortes de 250 enfants. Et donc, ces résultats-là sont une pièce de plus dans un plus grand puzzle qui amène à peu près la même histoire, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait une période dans le cours du développement de l'enfant où cette perméabilité pour construire la relation à l'erreur est plus grande qu'à un autre âge. Et l'influence de l'environnement pédagogique à l'école va marquer réellement ces connexions qui se forgent. Vous avez donné une suite à cette étude? Comme je vous disais, si ces élèves apprennent à gérer l'imprévu, à ne pas avoir peur de l'imprévu, eh bien certainement que ça influence leur flexibilité mentale et donc la dynamique des réseaux cérébraux. Et c'est donc ce qu'on étudie maintenant. Regardez combien leurs pensées restent flexibles ou se figent. Et puis aussi, si on arrive à devenir familier avec l'imprévu, eh bien la conséquence de ça, c'est certainement qu'on arrive à créer de l'imprévu soi-même. Donc innover, être créatif. Et on va regarder justement aussi ce lien avec le développement de la pensée créative qui va être extrêmement nécessaire au cours des années à venir. Ouais. Peut-être pour conclure très brièvement Solange de Nervaux, c'était quoi l'objectif premier? C'était de mettre en exergue ou en lumière les écoles Montessori ou alors proposer carrément aux sciences de l'éducation des outils de réflexion? Alors je pense qu'au-delà de la pédagogie Montessori, en fait cette étude et les autres qu'on a menées, en particulier sur la relation à l'erreur, elle nous informe de processus neurodéveloppementaux fondamentaux chez l'enfant, qui sont encore méconnus et qui sont pas du tout pris en compte dans les approches pédagogiques, par exemple, traditionnelles. Et à mon avis, plus on va vers une meilleure compréhension de la réalité de l'enfant et de la réalité de son cerveau, mieux on va pouvoir ajuster nos pratiques à leur réalité. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre de pédagogie plus alternative, comme la pédagogie Montessori, qui semble bien répondre, et il faut caractériser leurs outils un peu mieux. Bien, merci beaucoup, Solange de Nervaux. Je rappelle que vous êtes chercheuse en neurosciences, post-doctorante au CHUV et premier auteur de cette étude qui compare les pédagogies et puis la réaction à l'erreur. De 10h à 11h, c'est QFD.